Chers téléspectateurs, vous suivez votre émission préférée, Back Holo State, en direct de Washington DC, la capitale du monde. Nous diffusons chaque samedi à 21h sur CNTV, mercredi et jeudi en rediffusion. Surtout, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.backholostate.com où se trouve l'intégralité de nos émissions. Contactez-nous pour nous donner vos réactions, suggestions et recommandations. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous avons le réel plaisir de recevoir dans cette émission l'une des personnalités congolaises la plus connue, mais aussi la plus décorée au niveau international. Il s'agit bel et bien du docteur Denis Mukwege. Qui est donc docteur Denis Mukwege? La réponse dans cet élément. Denis Mukwege est le lauréat du prix Sakharov 2014 pour la liberté de penser. Ce gynécologue a été récompensé par le Parlement européen pour son combat pour les femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. On le surnomme l'homme qui répare les femmes. Denis Mukwege est gynécologue. Depuis 14 ans, inlassablement, il soigne les victimes de violences sexuelles au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Une région ravagée par les guerres depuis les années 1990. Aujourd'hui encore, quotidiennement, des groupes armés sèment la terreur dans les populations. Leur principale cible, les femmes et à travers elles, toute la société congolaise. Les femmes que nous soignons ici sont victimes d'agressions sexuelles, donc de violences sexuelles avec vraiment extrême brutalité. Jambo, maman. Habari. Ces viols se commettent avec extrême violence par l'introduction des objets étrangers au niveau de l'appareil génital, que ce soit le feu, du plastique chauffé ou de baïonnettes ou tirées, etc. Ces viols n'ont rien de sexuel, il ne faut pas le confondre avec la sexualité. C'est une façon de torturer et torturer quelqu'un au niveau de son intimité, donc toucher le plus profond de sa dignité. Monsieur le Président de la République française, François Hollande, Monsieur le Président Jacques Chirac, Messieurs les ministres, Messieurs les ambassadeurs, Madame la secrétaire, la directrice de l'UNESCO, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à vos titres et qualités. Je voudrais, au nom des femmes victimes de violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo, vous remercier du fond du cœur d'être présents. Il y a des événements de la vie qui invitent chacun à transcender ses opinions politiques ou philosophiques. En effet, il est rare de réunir deux présidents et nous sommes très honorés. Nous sommes très honorés par leur présence, par cette adhésion commune autour du drame de violences subies par les femmes congolaises. Docteur Mukwege est bel et bien le médecin directeur de l'hôpital de Panzi, celui-là qu'on a surnommé le réparateur de femmes. Il a fini ses études à l'extérieur, mais il a voulu rentrer au pays pour aider sa population. Aujourd'hui, il est décoré par plusieurs prix. Il a d'ailleurs même de justesse raté le prix Nobel par le travail qu'il est en train d'abattre en République démocratique du Congo. Mais nous avons eu la chance de nous asseoir avec le docteur Mukwege pour essayer de savoir à long et à large le contenu du travail qu'il est en train d'abattre au pays, mais aussi sa vision pour la République démocratique du Congo.
Suivons cet élément et puis on se retrouve juste à la fin. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci, docteur, d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, d'entrée du jeu, pourquoi vous êtes ici à New York? En fait, je suis ici à New York puisque à l'hôpital de Panzi, nous travaillons sur la technique qui permet en fait de collecter les évidences pour toutes les femmes qui ont subi des viols et pouvoir garder, conserver ces évidences au cas où les victimes auraient besoin de les utiliser. Et donc, j'étais invité par l'organisation avec laquelle nous travaillons, Physicians for Human Rights, qui a, pendant cette période, nous a décoré et aussi décoré M. George Soros, qui soutient beaucoup d'activités de ce genre dans notre pays. Nous allons revenir sur vos différentes décorations, mais il y a l'actualité oblige, il y a une rumeur qui a circulé dans le net faisant état d'une énième attaque dans votre domicile. Est-ce que vous confirmez ou c'était juste une rumeur? Cette rumeur en fait a été véhiculée quand j'étais déjà ici à New York et je vérifiais en fait. Heureusement que ce n'était qu'une rumeur. Tout à fait. Alors, votre nom est totalement lié au viol de femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Quand on parle du docteur Mukwege, directement les gens voient la souffrance de la femme congolaise. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, ayant fini vos études à l'extérieur, de rentrer au pays pour travailler pour la femme congolaise? Ça, c'est une question très intéressante. Je crois que la femme, peut-être de partout au monde, donne la vie. Et la première fois, quand j'ai été dans les hôpitaux chez nous, ce que j'avais constaté qui m'avait fait très très mal, c'est de constater que, en fait, nos sœurs, nos femmes, en donnant naissance, beaucoup perdaient également leur vie. Aujourd'hui, ici, en Occident, c'est un accident très grave qui peut amener une femme de mourir en donnant naissance. Tout à fait. Et on doit pouvoir le justifier puisque donner naissance est devenu un acte tout à fait bénin qui ne peut pas entraîner la mort. Et malheureusement, en fait, nous avons un taux de mortalité toujours parmi les plus élevés du monde. Et lorsque moi j'avais constaté ça personnellement, j'étais en dehors du pays, mais j'avais considéré qu'il était urgent que je puisse amener ma petite pièce pour essayer de résoudre ce problème. Et malheureusement, en fait, c'est un travail qu'on a fait. Et comme vous venez de dire, c'est dommage que le nom soit lié au viol, puisque en fait, ça, c'est une autre souffrance qui est imposée à la femme congolaise, en plus de toute la souffrance d'être mère, donner la naissance dans des conditions difficiles, être soumise à ces attaques régulières de viol. En fait, c'est une souffrance supplémentaire. Et je crois que c'est pour ça que je m'insurge contre cette souffrance qui est évitable. D'ailleurs, même la mortalité maternelle est évitable. Alors, vous avez été décoré par beaucoup d'organisations et organismes dans le monde. Et depuis ça et là, dernièrement, vous avez même raté de justesse le prix Nobel. Et toutes ces décorations, toutes ces nominations, ça vous dit quoi, docteur Mukwege? C'est un couronnement? Je pense que, je l'ai toujours dit, en fait, un couronnement, je ne prends pas tellement ça comme ça. J'ai toujours dit, s'il y a une décoration, il faudrait que ces décorations ou ces prix
ait un impact sur les victimes, et que ces prix puissent apporter un changement dans la manière dont les femmes, par exemple, congolaises, sont traitées. Il faudrait que le prix puisse avoir une expression, une signification qui doit se traduire au niveau des victimes. Si un prix n'apporte pas, en fait, pas seulement une visibilité, mais un changement profond par rapport à ce que la femme congolaise subit, ce prix n'a aucune valeur. Tout à fait. Alors, docteur Mukwege, vous avez condamné à tout moment de votre vie, puisque j'ai eu quand même le privilège de vous couvrir depuis 2008 à Washington DC. Depuis tout ce temps, vous décriez les effets de la guerre, la souffrance de la femme congolaise, ce qui est d'ailleurs ancré maintenant dans votre philosophie. Mais est-ce que ne trouvez-vous pas qu'il est temps de combattre cette souffrance à la source? Évidemment, je crois que quand on s'était rencontrés pour la première fois, je faisais une conférence Holocaust Museum à Washington. Et il est vrai que c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'avais pris cette décision. C'est parmi, d'ailleurs, mes premières sorties à l'extérieur pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Et quand j'étais accueilli à Holocaust Museum, j'avais cet espoir que les choses n'allaient pas traîner longtemps, puisque j'étais venu avec toutes les preuves qui montrent que ce qui est en train de se passer au Congo, c'est pas normal, c'est bien organisé pour détruire non seulement la victime, mais détruire aussi toute une communauté, que en fait le monde ne pouvait pas rester longtemps silencieux par rapport à ce qui s'est passé et ce qui continue malheureusement à se passer en République démocratique du Congo. Certaines femmes et jeunes filles que nous avons accompagnées, malheureusement, sont revenues à l'hôpital après avoir été à nouveau violées. Nous avons donné la vie à des enfants nés issus du viol qui, à leur tour, ont été violés. Et nous avons été obligés de s'occuper de la deuxième génération. Ces atrocités de masse commises sur le corps de notre ressource la plus précieuse, la femme, ne pouvaient plus rester sous silence. Le traitement au bloc opératoire ayant montré ses limites, nous n'avons pas eu d'autre choix que d'informer l'opinion publique internationale et les décideurs sur cette triste réalité qui fait honte à notre humanité commune. Force est de constater malheureusement que ça prend du temps, mais mon objectif à cette époque-là, c'était de dire je ne peux pas continuer à traiter les malades au bloc opératoire pour les traiter pour la seconde et la troisième fois. Même plus, c'est pas normal. Il faut que je puisse m'adresser au monde, chercher une solution plutôt de la cause profonde que continuer à traiter les conséquences. Et voilà, c'était beaucoup plus ça qu'on s'était vu pour la première fois et voilà, on est toujours au four et au moulin, malheureusement. Alors, beaucoup voient en vous celui qui traite la femme et ils pensent aussi que vous pouvez être capable de traiter aussi le pays. Cela m'a mené à demander est-ce que vous êtes prêt à assumer cette transition entre ce que vous aimez faire, donc votre métier de médecin, et un leader politique qui, à un certain niveau, au niveau le plus haut du pays, peut arriver à mener ce leadership dont on a besoin en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, l'année passée, j'ai eu le prix Sakharov. Vous savez que le prix Sakharov, c'est la liberté de penser. Tout à fait. Je crois que je dois être le premier à respecter la pensée de chacun, puisque je crois que tout Congolais devrait se sentir libre de sa pensée et pouvoir l'exprimer, la façon de l'exprimer. Et j'ai dit, pour le moment, je crois que
je suis concentré aux problèmes des femmes pour essayer de trouver une solution profonde à cette question. Parce que je considère que la souffrance que la femme congolaise subit, c'est une souffrance qui est liée à la guerre. Donc ça, il faut absolument que tout Congolais qui veut aider à ce que en fait, la femme congolaise puisse recouvrer sa liberté, puisse recouvrer sa capacité d'action dans notre société, doit savoir qu'aujourd'hui, elle est ciblée, puisqu'en fait, c'est le ventre mou même de la société. Lorsque vous ciblez les femmes, lorsque vous détruisez les femmes, en fait, vous êtes en train de détruire toute une société. Et donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une priorité de pouvoir se dire il faut que la guerre arrête. Et cette guerre est entretenue, nous le savons très bien. Les groupes armés sont régulièrement, en fait, alimentés par nos minéraux. Donc, il est tout à fait normal pour moi aujourd'hui de pouvoir dire, par exemple, à tous les gouvernements, par exemple occidentaux, l'Union européenne va voter prochainement une loi sur les minéraux de conflit. Et je trouve que c'est un devoir des citoyens de pouvoir leur dire aidez-nous à avoir une loi contraignante qui permet à ce que les compagnies puissent contrôler l'origine de leurs minéraux et qu'ils puissent donner l'information aux consommateurs pour que les consommateurs puissent savoir exactement tous les gadgets, les téléphones, les laptops qu'ils ont. Et ça vient, en fait, le matériel vient d'où? Je crois que ça, c'est un travail qu'il faut essayer de faire. Et une autre chose qu'il faut vraiment insister pour que ça puisse avoir lieu, c'est qu'il faut également nous aider à ce que cette traçabilité de nos minéraux puisse se faire de manière à ce que les Congolais puissent se jouir de son travail. Aujourd'hui, beaucoup travaillent dans les mines comme des esclaves. Ils travaillent dans les mines puisque ceux qui profitent de leur travail, c'est les bandes armées, de façon directe ou indirecte. Lorsque vous êtes obligé de vendre au prix qu'on vous impose, lorsque vous êtes obligé de donner des taxes à des gens ces taxes qui ne tombent pas dans le trésor public, ce sont des gens qui travaillent presque comme des esclaves. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très très important de pouvoir couper cette chaîne d'approvisionnement des bandes armées et permettre à ce que les Congolais qui travaillent dans les mines puissent effectivement bénéficier de leur travail. Et donc si la chaîne est contrôlée au niveau donc, de la production, de l'exploitation des mines jusqu'aux consommateurs, on donne très peu de chances aux bandes armées de pouvoir continuer à s'approvisionner en armes et créer tous les troubles qu'ils créent chez nous, puisque tout simplement, ça rapporte beaucoup d'argent. Et là, je pense que quand je fais ce travail, c'est un travail tout simplement des citoyens. J'ai écrit un op-ed dans New York Times. On est en train d'écrire dans des journaux européens pour pouvoir dire nous vous demandons de prendre de bonnes décisions. Il faut que, en fait, vous fassiez correspondre les droits humains que vous défendez dans les pays occidentaux avec la politique économique. Et la politique économique devrait également respecter les droits humains. On ne fait pas travailler les enfants dans les mines et dire qu'on respecte le droit des enfants. On ne laisse pas les femmes des villages entiers être violées puisqu'il faut qu'elles quittent leur village et utiliser ces mines et considérer qu'on respecte les droits humains. Et donc je crois que c'est un travail que nous faisons, puisque nous croyons qu'avec la paix, la femme congolaise peut trouver sa place dans la société congolaise. Tout à fait. Alors, nombreux voient en cette démarche un travail tout à fait légitime et surtout en tant que médecin, voyant toutes ces souffrances. Mais nombreux pensent que ce travail que vous faites, c'est en quelque sorte un lobbying
pour une prochaine candidature. Docteur Mukwege, les yeux dans les yeux, serez-vous candidat aux élections présidentielles prochaines? Je crois que je vous ai répondu, je suis un citoyen, je fais mon travail de citoyen et je crois que c'est un droit. C'est un droit, même aussi un devoir de pouvoir le faire. Ce qui peut voir en fait, dans l'exercice de mon devoir autre chose, moi je vous dis, je suis une personne qui accepte la libre pensée et donc j'accepte que chacun puisse avoir son opinion, mais c'est une opinion et je crois que je la respecte. Tout à fait. Alors, une autre critique à votre endroit, c'est celle de vous dénoncer ce que les multinationales font, généralement avec le minerai, du sang, avec la souffrance qui alimente d'ailleurs les conflits armés chez nous au pays. Mais souvent, on vous voit avec tous ces gens qui sont cités dans des conflits, des minéraux en Afrique. Qu'est-ce que vous répondez à ces genres de critiques? Je crois que je trouve que c'est une démarche qui m'a toujours étonné. Si vous ne savez pas dialoguer, vous ne pouvez rien résoudre. Et on ne dialogue pas avec ses amis, on doit dialoguer avec ses ennemis pour les amener à être des amis et les transformer. Et je crois que les Congolais devraient prendre ça comme positif, de parler avec des gens qui peut-être ils pensent qu'on ne devrait pas parler avec eux. Moi, j'ai appris à parler avec tout le monde, puisque je crois que la solution ne peut venir que des dialogues, savoir donner ces points de vue, les défendre, convaincre, prouver que l'autre a tort et qu'il doit être dans notre camp qu'être dans le camp de nos ennemis. Je crois qu'il faut savoir le faire et moi je n'ai pas honte de le faire puisque je crois que seul le dialogue constructif, positif peut amener le Congo à un changement et faire de nos anciens ennemis nos meilleurs amis et qu'ils puissent nous aider à pouvoir construire le Congo. Je n'ai aucune... Je ne peux pas avoir de remords, j'ai aucun remords. J'ai dit il faut dialoguer. Et dialoguer, je ne peux pas dialoguer avec des gens qui sont d'accord avec moi. Qui ne représentent rien aussi. Non, qui sont d'accord avec moi. Si vous êtes déjà d'accord avec moi, on ne peut pas commencer à négocier. Il n'y a plus besoin de négocier. Il n'y a plus besoin de négocier. Tout à fait. Mais quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, il faut l'aborder avec une argumentation et l'amener à changer de point de vue. Tout à fait. Je pense qu'il faut le faire. Nous avons une obligation de le faire, parce que si on ne le fait pas, le monde d'aujourd'hui, avec la globalisation, ne peut pas penser qu'on va vivre isolé, sinon on nous écrase. Et aujourd'hui, nos richesses ne nous servent pas, ils servent d'autres personnes, et au vu aussi de tout le monde. Je pense que c'est de notre devoir de dire ce sont nos richesses. Est-ce que nous pouvons parler? Et il faut en parler. Il faut avoir des arguments. En quoi est-ce que vous voyez le mal dans ça? Tout à fait. Alors, docteur Biedi, j'ai eu la chance de couvrir une conférence à Johns Hopkins University qui a réuni les quelques leaders d'opposition congolaise à une question posée à l'honorable Martin Fayulu concernant une personnalité congolaise qui pourrait réunir une unanimité pour avoir un leadership correct au pays. Il a cité le nom du docteur Mukwege. D'abord, votre réaction par rapport à ça? I'm nervous about the people vacuum. If Kabila left, like in Burkina Faso, who would each one of you support to be the interim leader? And don't mention yourself, your own parties, but who would you support? Is there someone out there who could at least step in the interim? They say that the opposition is not organized. The opposition doesn't have anything. But today in Congo, if Kabila leaves tomorrow, we will advocate that Dr. Mukwege, for the transition period, if there is any transition period, Dr. Mukwege, who is well known,
can take the power and organize the thing, so in 1 year later, we can go for election. Qu'est-ce que cela signifie aussi pour vous? Voir des compatriotes qui pensent à vous comme un leader potentiel du pays. Connaissez-vous beaucoup de Congolais qui peuvent répondre comme Martin Fayulu a répondu? Je ne sais pas. Non, mais je crois que nous dialoguons. Connaissez-vous beaucoup de Congolais qui peuvent répondre comme il a répondu? Ils sont très peu. Moi, je pense que je vous dis, j'ai beaucoup de respect pour un Congolais qui a du respect pour un autre Congolais. Je crois que Martin Fayulu, il a fait non seulement une grande leçon que nous sommes obligés tous d'apprendre auprès de lui, cette humilité, cette capacité de dire nous pouvons faire ensemble. Et je crois que j'ai beaucoup de respect pour lui pour ça, parce que je crois que nous avons beaucoup à apprendre de lui. Est-ce que cela vous motive vous aussi? Je crois que ça n'a rien à voir avec la motivation. Je vous ai dit et je répète, il a donné son point de vue. Moi, je dis, je le respecte comme compatriote, puisque je ne connais pas beaucoup de Congolais qui répondraient comme ça pour une personne qu'ils connaissent. Peut-être qu'ils n'ont pas des affinités proches. Pour aller plus loin. Il vient de l'extrême ouest, je viens de l'extrême est. Mais ça montre une maturité que les Congolais, que les gens qui font tout pour nous diviser, en fait, ils sont en train d'échouer. Parce que si on arrive à cette appréciation mutuelle et se dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble, comment nous pouvons avancer ensemble, une appréciation qui fait que, en fait, les autres qui croient que le Congo c'est juste de coller des copies qui sont collées, non, je crois que c'est une grave erreur et je crois que là il a fait une démonstration que le Congo est indivisible et nous n'avons pas de choix que de nous unir pour faire du Congo un pays émergent, fort. Et nous avons d'expérience aussi que tous les pays émergents aujourd'hui, ils sont émergents puisqu'ils ont une superficie, nous l'avons, puisqu'ils ont une population, nous avons 70 millions d'habitants, même plus. Je ne doute pas des capacités des Congolais. Quand je vois les Congolais de la diaspora, vous êtes partout. Que ce soit dans l'aviation civile, vous trouvez des ingénieurs congolais, vous trouvez des ingénieurs congolais dans l'électronique, l'industrie électronique la plus sophistiquée, vous les trouvez dans les enseignements dans des grandes universités occidentales. Donc, les ressources humaines sont là. Les ressources matérielles, c'est nous qui engorgeons en fait les mines, nous avons la forêt, 18% de la forêt mondiale. Donc, les ressources matérielles, nous les avons. Donc, il faut en fait cette volonté de venir ensemble, de nous unir et nous dire être unis ou ne pas exister. Et je pense que c'était une expérience, je crois que je trouve, il faut la multiplier. Nous devons apprendre à nous apprécier mutuellement. Tout à fait. Et moi, je crois que j'ai beaucoup d'admiration pour les Congolais de la diaspora, que je trouve qu'ils sont presque dans tout. Et imaginez que même la moitié de ces Congolais revenaient au pays pour reconstruire le Congo, ce que le Congo peut être demain. Ça peut être franchement le leitmotiv de toute l'Afrique. Docteur, quelle est votre vision sur le Congo? Juste en 2 mots, puisque je pense que nous sommes subités par le temps. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Je pense que
le Congo, il a tous les atouts pour être une grande nation. Il est important que nous, les Congolais, nous sachions tout simplement jouer notre rôle, que nous puissions gagner cette paix, en fait, faire face à la guerre qui nous a imposée et de pouvoir arracher cette paix. C'est très très important. Et je pense que la deuxième chose, il faut réunir toutes les ressources que nous avons pour le bien de tout le monde. Et je suis certain que si nous commençons tout simplement déjà à réfléchir chacun qu'il pense que l'autre est mieux que lui-même, ça serait déjà un grand progrès pour construire cette grande nation des rêves. Pour moi, c'est un rêve de voir les gens se bousculer à nos portes pour venir chez nous et pas nous bousculer sur leurs portes. Et nous avons un pays magnifique. Je suis certain qu'avec la volonté de tous, c'est un rêve qui peut se réaliser. Tout à fait. Alors, docteur, nous allons terminer par là. Et vous avez suivi, comme tout le monde, tous ces rapports de fausses communes découverts à Maluku, et maintenant on fait état aussi dans le Béni. Et j'aimerais un peu avoir votre réaction par rapport à tout cela. Je crois que c'est une situation qui me donne froid au dos, puisque que des compatriotes vivent dans les déshonneurs, qu'ils meurent anonymes, qu'on puisse les appeler indigents, et donc même les refuser Un enterrement digne et une sépulture, je crois que ça doit nous donner à réfléchir. Parce que un indigent, c'est d'abord un homme. Un indigent, on tombe dans l'indigence pour diverses raisons. Mais ça n'enlève pas l'humanité à l'indigent. Et donc, présenter une situation aussi dramatique comme si on avait raison de les enterrer comme ils ont été enterrés dans une fosse commune, sans identité, je crois que ça devrait tous nous amener à nous poser des questions. Où est la place de l'homme dans le système congolais? Et je crois que ça fait d'autant plus mal que ça soit une façon de justifier. Là, il y a une semaine, je crois à peu près 180 personnes ont été enterrées avec toujours l'étiquette indigent. Je crois que ça doit nous amener à réfléchir. Si l'indigence doit tuer plus que l'Ebola, l'épidémie d'Ebola, donc il y a un problème. On ne doit pas penser que ça c'est une justification. Ça mérite une explication. Parce que si on ne s'occupe pas de son peuple, et que les gens doivent mourir puisqu'ils ont faim, ils n'ont pas de soins, même les familles ne sont pas capables d'honorer leurs morts et donc les abandonnent, nous devrions nous préoccuper. Mais essayer de trouver par l'indigence une explication, moi ça me peine. Parce que je suis africain. Je connais la valeur qu'un homme africain
donne même à ses morts. Mais si on en arrive là, il faut comprendre qu'on a dépassé tout ce qui est africain. Et quand on l'explique comme si c'était une situation normale, ce sont des indigents, on les enterre comme des indigents, et on les fait, on a écouté même qu'on les fait souvent. Je crois que c'est une interpellation. Où est l'homme congolais dans tout ça? Est-ce que l'homme congolais constitue la préoccupation? Et je crois que je n'ai pas de réponse, mais c'est une interpellation, puisque nous appartenons à cette communauté et nous devons toujours nous dire comment les autres nous voient, comment les autres nous regardent. Je vois cette souffrance à vous, Dr Mukwege. Je pense que c'est par là que nous allons terminer cette émission. Et je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent que nous avons eu ici dans cette émission le Dr Mukwege, qui est donc médecin directeur de l'hôpital de Panzi, celui-là qu'on appelle communément réparateur de femmes en République démocratique du Congo, je voulais dire, qui a bien voulu, pendant son séjour ici à New York City, nous accorder ces quelques minutes. Je pense que vous avez dû aimer. Docteur, vous avez 2 minutes pour adresser un mot de la fin à toute la communauté congolaise qui vous suit à travers cette émission. Je crois que j'ai dit ce que je devrais dire à toute la communauté congolaise. Je crois que nous avons chacun la responsabilité dans notre pays. Et je crois que quel que soit le temps qu'on peut passer à l'extérieur, j'avais constaté qu'on vous pose toujours la question de savoir vous venez de quel pays. Même si vous avez la nationalité, on vous pose la question de savoir d'où vous venez. Et je pense que ensemble, construisons un pays qui mérite le respect de tout le monde, et nous avons la capacité de le faire. Parce que si chacun met son savoir à cette construction, désormais, nous pourrions répondre fièrement « Je viens de la République démocratique du Congo ». Merci, docteur. C'était donc Gary Wele depuis New York City pour Bakolo State. Ceux qui recrutent des enfants soldats et utilisent le viol comme une stratégie de guerre doivent être poursuivis et jugés. Pour instaurer la paix, il faut avant tout restaurer l'autorité de l'État et réformer l'armée, la police et la justice avec une réelle volonté politique et l'appui de la communauté internationale. Je pense que vous avez bien aimé cette émission. Si vous voulez contribuer à soutenir ce docteur qui est en train de faire un travail de titan au Congo, contactez sa fondation, mais surtout envoyez-nous vos suggestions et recommandations. Nous sommes là pour vous servir. C'était donc Gary Wele pour le compte de l'émission Bakolo State. Malheureusement, notre émission touche déjà à sa fin, mais nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même chaîne. Au revoir.